On a très beau de parler du coup de Carlitos, qui est la dernière section si tu veux descendre Ouais. à partir de Tommy jusqu'à Carlos, là, c'est les 16 joueurs du bas. Bon, moi j'ai quand même une petite tristesse, c'est que, bon, potentiellement du coup le dernier Open Australia de Richard. Très compliqué ça. C'est beau quand même potentiellement de finir l'Open Australia sur le central contre Carlos, peut-être en night session, s'il a un peu de chance. C'est un beau match à jouer. Par contre, c'est pas un cadeau. En C'est pas un dernier cadeau, Open non. Australia, c'est pas un cadeau. Non. Moi, j'ai quand même très envie de voir Bublik contre Carlos. Ça peut être un match très fun. Après, et attends, après Gasquet peut toujours nous sortir une Verdasco au premier tour de 2016, hein, on sait jamais. On sait Ah, jamais. il avait fait un très bon match contre Tommy Paul il y a quoi? Il y a un mois et demi à Bercy, enfin un peu plus maintenant, il y a 2 mois où il a balle de match. Mais bon, en fait, ce qui est compliqué avec Richard, c'est que sur un format de 5-7, physiquement, déjà Carlos, physiquement, Ouais. il faut le tenir, quoi. Ah, c'est compliqué. Tu vois, tu m'aurais dit sur voilà, Queen, Sorerd, Richard en forme, Carlos qui est pas. Bon, il a gagné Wimbledon, tu me diras, mais qui quand même, c'est pas sa surface de prédilection. En 2-7, on sait jamais, tu vois. Mais Ouais. 3-7, en plus, il joue l'après-midi sous le soleil, enfin, non, moi je. C'est compliqué. Bah oui, oui, oui. Pas trop. Après, Si. tableau du coup assez ouvert quand même pour Carlos, parce que bon, Evan Sonego, c'est des bons joueurs, mais je vois pas perdre. Bublik, fantasque, qui peut créer des soucis. Qui peut. On sait Voilà. jamais. Il tente un truc et ça passe, allez. Par contre, Tommy Paul, un peu la bête noire de Carlos quand même. Tommy Paul, Je crois qu'il l'a battu 2 fois, hein. et ouais, qui a fait une énorme saison l'année dernière, qui revient 14, de sa Lou meilleure année sur Grégoire, sur le circuit. Bon, après, qui te joue au premier Grégoire, tour. ouais, ça fait toujours mal de voir Grégoire comme ça, mais Et Grégoire, mine de rien, il est là quand même, hein, top 60, il est dans les tableaux des grands chelems. Et Tommy qui a perdu au premier tour, non, pas au premier tour, mais qui a perdu hier soir 6-1, 6-4 contre, contre Jack Draper. On n'en a pas parlé, c'était aussi dans mes et, surprises de l'Open Australie. et là, tu vois, deuxième tour, il se le prend, Jack. Ouais, attention. Attention à Jack Draper qui peut du coup jouer Tommy qui vient de battre Ouais. cette semaine à Adélaïde, qui peut gagner le tournoi d'ailleurs, Draper à Adélaïde, qui jouerait Struff du coup si Draper passe Tommy en troisième tour, ce qui est quand même un troisième tour très abordable. Ouais. Après c'est Carlos, donc bon. Après, c'est Mais Carlos. moi enfin, je vois pas de raison pour que Carlos soit pas en quart de finale. Je suis d'accord. Je vais te poser une autre question. Euh, sur les Français, parce qu'on a parlé d'Arthur et Manarino. Euh, qui est le Français pour toi qui va faire une saison 2024, la meilleure saison 2024? Alors, ça reste compliqué parce que bah, Manarino, il est toujours là. Euh, Ben, Manarino est toujours là. Il peut toujours faire beaucoup de dégâts. Il a un jeu très bizarre qui bloque énormément de gens. Donc je pense qu'il va rester dans le top 20. Il va peut-être faire des très bons résultats. Il va gagner un tournoi ou deux comme il fait chaque année. ATP 250, peut-être un 500. Et ouais. donc, ça, c'est numéro un facile à dire. Après, Mm. pour une surprise française, parce que ce serait pas trop une énorme surprise de voir Manarino gagner, bah, Fils, après, on s'y attend un peu quand même, on en a déjà parlé. Fils qui peut faire des grosses perfs cette année. Ouais. Humbert qui va me décevoir, comme d'habitude. Pas de Non, surprise. moi je pense pas. Il va gagner un tournoi, il va gagner un 250. Il fait ça chaque année. Mais Mm. il va faire des grands chelems décevants. Il va faire des ATP 1000 décevants. Euh, Alexandre Muller. Alexandre Muller, je pense qu'il va monter. Il va monter. Il va monter dans le top 45, top 40. J'allais te donner une stat, Greg, qui va t'intéresser. Je sais pas si tu l'as. Donc pour les Jeux Olympiques à Paris, j'enchaîne sur les Français parce que c'est ce qui nous intéresse cette année, hein, c'est Oui, Roland et oui, Paris évidemment. quand même. Euh, donc pour les JO, et pour ceux qui nous suivent, qui connaissent pas. Donc les Jeux Olympiques, c'est particulier. C'est pas le circuit ATP qui gère, c'est l'ITF, notamment qui gère la Coupe Davis et les grands chelems. Et donc les JO, il y a plusieurs règles. Pour les JO, un pays ne peut pas avoir plus de quatre représentants maximum. Ok. Donc pour la France, bah,
il va y avoir des places à aller chercher pour nos joueurs français, parce que 4 places, c'est pas énorme. Et il y a plusieurs critères. Il faut avoir joué pour la Coupe Davis pour son pays. Il faut avoir euh, fait plusieurs critères via l'ITF. Et surtout, ils font un classement depuis. Donc les JO, ça commence en juillet, je crois fin juillet, le tennis, ou juillet, mi-juillet. Et donc ils font un classement de mi-juillet 2023 à mi-juillet 2024, à peu près un an avant les JO jusqu'aux JO. Et donc ils regardent les joueurs qui ont performé le plus depuis la dernière année en fait, avant Ouais. les JO. Donc il y a un peu un classement parallèle au classement ATP. Classement ATP qui se fait du coup du 1er janvier au 31 décembre, donc ça se chevauche. Donc aujourd'hui, je suis allé regarder, c'est une sorte de race en fait, de course jusqu'au JO. Il y a un classement. Donc, et évidemment, les têtes de série aussi seront du coup basées là-dessus. Donc, notre numéro un français pour la course au JO, c'est Manarino qui est 10e au classement mondial. Ah oui, quand même, ouais. Donc, il y a Djoko Alcaraz 1 et 2, Sinner 3, Medvedev 4, Zverev 5, Rublev 6, Zverev 4, je demi. Et du coup, c'est Dimitrov, Manarino, Shelton, donc 9, 10, 11. Donc Manarino, aujourd'hui, il serait tête de série 10 au JO, sauf que c'est pas du tout sa spécialité à terre battue. Oui, Il déteste. il est Donc il est pas sûr de les jouer. Il a dit il était pas sûr de les jouer. Humbert 17, quand donc même. génial. Ok. Est-ce que tu peux deviner le numéro 3 dans la liste? Français? Et pour info, du coup, il faut être top 50 dans cette liste pour pouvoir participer. Donc si on a que 3 Français dans le top 50, on n'aura que 3 Français. Si on en a 4 dans le top 50, on en aura 4 maximum. Ben, ceux dans Donc le le top troisième Français dans la 50. liste, il est 35. Il est Rinderknecht? 35. Non, le 35 dans la liste, c'est mon fils. Ah! J'ai pas pensé à ça. Ouais, tout en haut du tableau là. Donc il y a Gaël qui est 35 et il y a Fils qui est 37. Et s'il gagne, d'ailleurs s'il gagne Auckland en 2000, là, il passera devant mon fils. Donc il deviendra troisième français dans la liste. Ok. Donc j'ai peu de doute que Fils, de toute façon, il y soit. Parce que... Donc à date, ce serait Manarino, Humbert, mon fils et Fils. Ce qui est plutôt logique. Ouais. Par contre, le numéro 5, et là je pense que tu vas pas deviner, 5 et 6 dans la liste. Et c'est pas Muller, justement, c'est pour ça que je te pose la question. Numéro 5, il est 51, donc théoriquement, il est vraiment. Enfin, si par exemple Manarino participe pas, pour des raisons de. Bah, juste Manarino, il veut pas perdre une médaille à la France parce qu'il est nul sur terre battue, c'est un peu ça la raison. Il pourrait laisser un autre joueur français prendre sa place si ce joueur français est dans le top 50. Là, il est 51 en l'occurrence. Devine qui c'est. Bah. Et il est dans le tableau d'Open Australie d'ailleurs. Gasquet? Non, non, Gasquet est loin parce qu'il a peu gagné depuis un an en fait de points. 51 mondial. Il va sortir du top 100. Euh, 51, la race au JO, hein, qui n'est pas 51 mondial. Qui c'est qui a fait une bonne fin de saison? Ça peut être Bonzi. Non. Moi je vois Bonzi, Rinderknecht, Van Asch. Non, Non, non et non et non. Je te les donne Alice. parce que tu vas prendre du temps, je pense. Quentin Alice. Je sais Non, pas. même Waouh. pas. Le 51, c'est Constant Lestienne. Lestienne. Waouh. Il joue Davidovic. Ouais. Qui joue Davidovic. Waouh. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est la terre battue, le 55, c'est Hugo Gaston. Ah. Qui joue pas l'Open Australie. Donc, ah si, justement. Donc, très bonne tradition, Grégoire. Si tu peux mettre le tableau des qualifs, s'il te plaît. Des qualifs. Ils sont en cours, d'ailleurs. Voyons voir ça. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a les qualifiés qui ne sont pas encore pris en compte dans le tableau du premier tour, parce qu'elles sont encore en cours. Pour expliquer un petit peu, parce que c'est vrai que là, on parle énormément en pensant que vous maîtrisez tous les joueurs, mais on imagine que c'est pas le cas. Donc, comment fonctionne un grand chelem? Il y a en fait le top 100 mondial qui rentre quasiment automatiquement dans le tableau. Parce que le tableau, du coup, c'est 100. Oula, je veux dire une bêtise. Si je dis pas de bêtises, c'est 124 joueurs, ou quelque chose comme ça. 128. 128, merci Grégoire, 128. 128 joueurs. Donc il y a une centaine de joueurs qui rentrent directement. Il y a 12 wildcards, peut-être même 14 d'ailleurs, qui sont attribués par la Fédération de tennis d'Australie. Donc il y a des wildcards qui sont des joueurs australiens évidemment, des espoirs, des jeunes ou qui l'ont eu au mérite. Parfois ils font des tournois
exprès en Australie l'hiver pour déterminer les wildcards. Ensuite, il y a des wildcards qui sont une wildcard qui est attribuée à un Américain et une à un Français, parce qu'on a des accords entre Roland Garros, l'US Open et l'Australie. Donc chaque année à Roland Garros, on donne une wildcard à un Australien, un Américain, vice versa. Donc nous, c'est Arthur Cazot qui l'a eu, qui est largement mérité parce qu'il est 120 mondial et il a quasiment rentré un tableau et il vient de gagner la Challenger à Nouméa. En plus. Et l'Américain, j'ai oublié qui c'est, mais c'est C'est un jeune Gibson. Américain aussi qui est Gibson, c'est ça, qui a gagné universitaire ou quelque chose comme ça. Ouais. Et, et du coup, je vais en venir au qualif. Donc, on a ces fameux 100 joueurs qui rentrent dans le tableau directement. On a des wildcards, donc des invitations, parfois des grands noms, des Murray à l'époque, potentiellement Nadal bientôt, vu qu'il n'a pas de classement encore de top 100. Donc des wildcards. Et ensuite, il y a des qualifications, donc 3 tours de qualification, ce qui est quand même dur. Où là, c'est tous les joueurs de la 100e place mondiale à la 230e place mondiale qui du coup sont dans un autre tableau la semaine avant, donc cette semaine-là en ce moment, qui se battent pour les qualifs. Donc il y a énormément de points et d'argent en jeu. Il y a eu notamment Jules Marie, mais on en reparlera peut-être dans un autre épisode, on va voir, Ouais. parce qu'on est fan. Et, euh, et donc là, ça tombe bien, parce qu'on est au 3e tour des qualifs, qui va du coup avoir lieu ce soir à partir de 18h ici en Amérique du Nord, donc minuit en France. Et Greg, si tu peux nous mettre, ah, bah, parfait là. Donc on a 2 Français là au 3e tour des qualifs, remonte un petit peu. 3 Français. On a Hugo Grenier, qui est né d'ailleurs à Voiron, comme moi, Ah. euh, contre Méchi Péricard, qui est un Français de 20 ans, hyper prometteur. Donc là, on est sûr d'avoir un Français en plus dans le tableau, Ouais. vu qu'ils vont se jouer ce soir. Et je pense que ce serait Hugo Grenier, qui vient de battre Crécy. Très dommage. Et on a Hugo Gaston. Je suis un grand fan de Maxime Crécy. Je sais, de Maxime, franco-américain. Franco-américain. Et on a Hugo Gaston qui vient de faire 2 gros matchs en qualif en 2-7 bien maîtrisés, qui joue Harris, qui était un ancien top 100, ancien top 40 il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc ça, c'est un gros match pour Hugo parce que s'il gagne, déjà, il se qualifie pour l'Open d'Australie. Il prend quand même pas mal de points, je crois que c'est 25 points ATP si tu te qualifies. Et surtout, lui, il a quand même, on n'en parle pas du tout, mais il a cette course aux Jeux Olympiques, du coup, Ouais. qui serait exceptionnelle parce que lui, il a quand même une histoire avec Roland qui est fantastique. Gros joueur sur terre battue. Donc, on sait jamais quoi. On sait jamais pour Hugo, ça serait beau. Et je pense qu'il peut le faire ce soir. En tout cas, ça serait top. Enfin, je lui souhaite. Donc, on a Hugo et je crois qu'on a 2 autres Français masculins. On n'a pas parlé des filles, hein, on peut en parler aussi après. On a Terence Atman. Alors, Terence, moi je l'adore. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc il est 120, 130 mondial. Ils sont tous pas loin du top 100, hein, donc ils sont vraiment pas loin d'être dans les grands chelems directement sans passer par les qualifs. Donc Terence qui a battu Cerundolo, le frère, premier tour, qui joue un joueur américain qui est coaché par l'académie de Ferrero, qui est vraiment pas mal. Et Terence, c'est un gaucher fulgurant qui a un style de jeu hyper offensif, beaucoup de swag. Il envoie des marmites, c'est un truc de malade. Et il a gagné 2 matchs en 3-7 hyper accrochés avec un public en fusion, un public français en fusion dans les qualifs. Lui, s'il passe les qualifs et qu'il va au premier tour, ça va être explosif. Il peut Ça faire va des être dégâts. explosif. Et il a fait une grosse fin de saison en automne en Chine. Il s'est qualifié à Shanghai. Il a eu des belles perfs dans des tournois ATP, Challenger. Enfin, en tout cas, il a commencé à bien percer. Donc, on a quand même pas mal de Français qui sont aux portes aussi de se qualifier pour le grand tableau. Donc, on peut avoir peut-être 3 ou 4 Français en plus dans le tableau. Et pour la petite anecdote, si vous voulez suivre l'Open d'Australie, parce qu'on va arriver à la fin de ce podcast bientôt, on va parler des filles à la fin. C'est gratuit si vous allez sur le site Nine Channel Sports. C'est une chaîne publique australienne. Ils transmettent tous les matchs gratuitement des qualifs et du tableau. Il faut juste se créer un compte et mettre un VPN. Alors c'est ça le petit trick, il faut avoir un VPN en Australie. Vous pouvez voir tous les matchs, donc moi j'ai regardé les qualifs là-dessus et on peut regarder le tableau là-dessus. Bon Greg, on va bientôt se quitter, mais je voulais quand même absolument parler des filles Oui. parce que le tennis féminin est hyper homogène en ce moment et je trouve que ça a repris beaucoup d'intérêt depuis maintenant 6 mois, 1 an que le top 10 féminin est tout simplement hyper proche. Et donc là, on peut commencer par nos françaises. Ouais. Caro qui joue Osaka au premier tour.
Caro qui joue Osaka. Après, Osaka, pas du tout la même joueuse qu'il y a Bah, 4-5 ans, mais qui a gagné 2 Open d'Australie, il me semble. et 4 grands chelems. 4 grands chelems au total. Grosse, grosse joueuse. T'as les premiers tours. Et qui est revenue parce qu'elle est horrible. maman maintenant. Horrible comme premier tour. Ouais, 2 joueuses que j'adore. ça, Ça va être dur. ouais, très dur. On a aussi, on parlait du dernier Open Australie de Richard, peut-être le dernier Open Australie d'Alizé Cornet, qui a eu wildcard pour jouer parce que elle était 110, je crois, elle était aux portes de rentrer en tableau, mais elle n'est pas rentrée. Et elle joue une qualifiée. Qualifié. Donc Faisable. sympa. Et petit clin d'œil, si elle joue l'autre wildcard du tableau qui n'est pas australienne, qui est Caroline Wozniacki, qui aussi elle revient comme Osaka de. Ben, elle a eu un deuxième enfant, je crois, l'année dernière. Ça peut être un Cornet Wozniacki deuxième tour sympa de wildcard, un peu des années 2010 quoi. Ouais. Ça rappellerait le bon vieux temps. Exactement. Donc Caro sympa. Ensuite, il y a quand même deux, trois jeunes françaises qui sont maintenant bien établies dans le top 100, qu'il faut suivre, selon moi. Il y a Clara Burel qui a fait troisième tour à l'US Open, j'y étais. Bon, c'était très compliqué pour elle contre Sabalenka. On reviendra pas sur ce match, mais Burel, du coup, qui est dans le tableau, je crois qu'il joue Krunic, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Bon, elle jouera Pegula, si elle gagne, elle jouera Pegula au deuxième tour. Dodin qui joue une tête de série 29. Océane, bon, elle se bat maintenant depuis quelques années pour rester dans le top 100, mais c'est un premier tour difficile, mais qu'elle peut faire. Et moi, j'allais voir Diane, je me souviens plus qui elle joue, Diane Paris. Il y a un revers à une main sublime. Elle est pas en haut du tableau, elle est tout en bas du coup. Euh, Alors, on va monter le tableau. Diane Paris, elle joue contre Wang. 30e. Ouais, c'est ça, ok. Diane, du coup, qui a un premier tour pas simple, mais qui, si elle passe au premier tour, ouais, si elle passe au premier tour, elle aura un deuxième tour jouable et ça peut être potentiellement un troisième tour contre qui? Jabber. Contre Weber, qui a un peu de mal depuis quelques mois, qui a été blessé et tout. Moi, surprise française, surtout si Caro a du mal au premier tour contre Zaka, je dirais Diane, qui a fait des bons matchs là depuis 2-3 mois maintenant. Attention à petite Diane Paris, Ouais, ça serait top. ouais. Et si on parle des favorites, Bah, Goff. Pour moi, Goff reste quand même une Coco, grosse favori. qui Coco. vient de gagner les Open, Sabalenka, Coco, tenant du titre. Sabalenka, évidemment, qui va se battre énormément. Et puis, moi, j'aimerais bien voir Svitolina. Svitolina faire un bon tournoi. Et puis Asiatek, bien sûr, numéro 1 mondial. Gros calibre de joueuse. Ça joue très Alors, très bien. si tu restes sur la partie haute du tableau, Ouais. parce qu'on parlait des premiers tours masculins qui étaient incroyables avec Berrettini, Tsitsipas, etc. Si on regarde la partie de Swiatek, juste pour vous donner une anecdote, donc Swiatek elle joue Kenin, qui a gagné l'Open d'Australie il y a maintenant 4-5 ans. Ouais, il y a un moment. Donc numéro 1 mondial contre une gagnante de Grand Chelem. Et dans l'autre tableau, il y a Collins qui a aussi fait des finales de Grand Chelem à l'Open d'Australie, contre Kerber qui a gagné je sais pas combien de Grand Chelem, ancienne numéro 1 mondiale. Tout ça dans la même, enfin, Premier côte tour, à côte quoi. deuxième tour. Il y en a 4 d'un coup qui sont Ce monstrueux. qui est assez fou. Mm. Et moi j'avais noté, donc j'ai noté 5 premiers tours féminins qu'on vous encourage à suivre. Donc j'avais noté Kerber Collins, comeback de Kerber aussi qui était maman, donc il y a eu beaucoup de mamans qui reviennent. Évidemment Osaka Garcia, Azarenka Georgie, premier tour. Ouais. Il y a celui-là aussi qui peut être intéressant, le Rybakina contre Pliskova. Rybakina Pliskova, évidemment. Rybakina qui a fait finale l'année dernière et Pliskova qui a. Alors j'ai peut-être pas envie de dire qu'elle a gagné pour l'Australie, mais elle a fait des finales de Grand Chelem. Elle a fait des bons Wimbledon, résultats je à pense. Wimbledon, ouais. Parce qu'elle a un gros Ouais, service, gros service. c'est ça, Elle est grande. c'est ça, c'est ça. Mm. Mais chez les femmes, tout le monde voit quand même Swiatek, Sabalenka en finale. Mais Swiatek a un tableau, je trouve, très difficile. Et Sabalenka, elle a plus ce poids de gagner un premier Grand Chelem. Elle a été numéro 1 mondial, elle a gagné un Grand Chelem. Donc pour moi, tout ce qu'elle va accomplir après, c'est du bonus. Et je la vois pas avec une pression folle. Moins Elle qu'avant. se mettrait évidemment la pression, mais Moins moi qu'avant. qu'avant, Sakari, je trouve qu'elle a beaucoup de mal en ce moment. Beaucoup de mal. Ouais.
On va pas Netflix Curse. depuis Netflix Curse, ouais. C'est ça. Euh, Moi, Pegula, bon, allez, faut toujours faire attention, mais bon, on était, je pense, en roue libre pour la plupart du temps. Donc désolé pour ceux qui ont eu du mal à suivre nos commentaires. On essaiera peut-être de décortiquer un peu plus tranquillement les prochains grands chelems, en tout cas les prochaines échéances tennis, parce qu'on n'aura pas que du tennis sur ce podcast, évidemment. On parlera beaucoup d'autres choses. Mais comme le tournoi commence dimanche, on a voulu le faire hâtivement, mhm. un peu en live comme ça, un peu accru, mais on espère que ça va être un beau tournoi. C'est toujours un tournoi de surprise Open Australia, parce que c'est quasiment le premier tournoi de la saison. Il fait chaud en plus, c'est l'été là-bas. Il y a un peu la folie aussi avec le public australien qui est un peu foufou. Donc c'est toujours pour moi c'est un des grands chelems les plus fun à regarder. Ouais, je suis d'accord. J'adore ce tournoi. C'est le début de l'année, tout le monde, tout est possible, tout le monde est à bloc, en bonne santé, et il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. Des gros premiers tours, des quarts de feu, et la finale est toujours dantesque. Les meilleures finales de Grand Chelem pour moi, ou même les demi, sont toujours à l'Open Australie. Je pense, moi, le Ouais, Djokovic-Wawrinka en 2013-2014. je vais en parler. Putain, ce match. Et on fera peut-être une sélection plus tard des meilleurs matchs de tennis qu'on a vu de notre vie. Je pense que ça, c'est un futur podcast qui peut être intéressant. On peut même les montrer des images, parce que sur YouTube maintenant, il y a tout. Mais dernière question de fin, Greg, pour donner un peu goût à l'Open Australie qui arrive. Chacun, on va nommer notre match préféré de l'Open Australie. Préféré? Moi, j'en ai deux, donc ça va être dur de choisir. Ouais, Préféré, plus gros match, quoi. Alors, le match le plus impressionnant pour moi, ça sera toujours le 2009. 2009 Verdasco-Nadal. Ouais. En demi. Ça finit combien au cinquième, ça? 18 ou je sais plus Je, d'où je me souviens, Verdasco 6 avait, heures de jeu. il avait 90% de première balle, un truc monstrueux. Il y en a eu perd deux en cinquième plus. set. C'était- Il y a eu deux Verdasco Nadal. Bah, Un avec une victoire de Rafa et un avec une victoire de Fernand. Ouais, le premier tour en 2015 ou 2016 où Verdasco bat Nadal en Oui. 5-7, c'était un match très surprise parce que Verdasco était un peu en descente à ce moment-là. Mais Ouais. 2009, c'était sa montée en puissance, c'était un de ses premiers gros Avec tournois. avec la crête. Avec la crête, ah, non, mais il a fait un jeu de fou. Après, mon match préféré, parce que le gagnant, bien sûr, bah, c'était le Tsonga Nadal en 2008. Demi, il lui met 3-7-0, il lui met un 6-1, il me semble. C'était un massacre. Il a joué le meilleur jeu français L'acier. que j'ai vu de toute ma vie. C'était un Moi, énorme match. Je vais t'en donner un beau. Puis allez sur YouTube, vous trouverez tous ces matchs. Ils sont exceptionnels, même les highlights. Moi, je vais vous donner le Nadal Federer finale 2019, dernier grand chelem de Roger. Je crois qu'il y a un point au cinquième set. Pas C'est le dernier grand chelem de 2019. Roger, non? C'était pas 2019. 2019, c'est il y a pas longtemps. Hein. 2017. 2017, excuse-moi, 2017. 2017, excuse-moi. Il y a un point dans le cinquième set. À l'arrache. On le montrera un jour, on tease, hein, mais je pense que c'est un des plus beaux points de tennis que j'ai vu de ma vie. Ouais. Je suis d'accord, je sais exactement de quel point tu Avec parles. Federer qui finit long de ligne, Ouais. Mais- et Jason Goodall, le commentateur très connu, qui dit une phrase c'est le plus beau point que j'ai vu de tennis de ma vie. Genre. C'est un point qui me rappelle énormément aussi du point en 2009, en finale, le Federer Du coup Nadal. droit de Rafa, Ouais, bah, c'était la même chose, Ouais. mais à l'envers en fait. C'est Nadal qui À gagne le l'envers, point ouais. sur le même coup, C'est ça. après un C'est ça. point dantesque. Deux Ouais, joueurs qui nous ont il faut- donné des finales et des demi à l'Open juste stratosphériques. Exact. Bon, mais et on se rend pas compte, mais ça fait plus d'une heure qu'on parle, hein, Greg. Ouais. Presque, on y arrive. Mine Là, de rien. ça fait 53 minutes là. Ouais. Ça commence à Donc, faire on un vous avait bon petit promis podcast. un analyse rapide, mais finalement, ça a pris du temps. Mais écoute, c'était un plaisir. Plaisir. Du coup, ça me donne hâte là, de Ouais. voir le tournoi. On vous encourage évidemment à suivre avec nous. On postera peut-être nos réactions à fur et à mesure du tournoi. Je pense qu'on peut faire un point à mi-tournoi, genre. Quart de finale Ouais, au quart de finale. Huitième. Début de deuxième Ok. semaine. Exactement. Voilà. Bon, mais merci Greg. Merci. Ça fait plaisir. Profite de ton week-end qui Toi arrive. aussi.
Exactement. Merci tout le Et monde. merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous nous avez écoutés tout ce temps-là, bah, chapeau. Vraiment bravo, parce que on parle beaucoup de tennis, mais on ne sait pas si ça vous intéresse. Mais en tout cas, merci du soutien. Et on se voit très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Allez, la bise.